Bonjour à tous, Daniel Côté ici. Dans cette vidéo, je présente mon approche sur la formation à la gestion et la gouvernance coopérative, ainsi que l'approche pédagogique privilégiée. Ces formations sont accessibles autant en ligne qu'en présentiel. Ces programmes et mon approche pédagogique sont le résultat de mon expertise et expérience sur plus de 35 ans à titre de professeur de stratégie d'entreprise à HEC Montréal et 15 ans sur la gestion coopérative à St. Mary's University. Et plus de 30 ans à siéger sur différents conseils d'administration de coopératives. Par ailleurs, l'essentiel des concepts et cas utilisés dans ces formations sont disponibles dans mon dernier ouvrage publié en 2022. D'abord, quelques mots sur la pédagogie privilégiée. Les trois volets clés au cœur de mon approche pédagogique sont la pédagogie inversée, le modèle de planification et d'évaluation de Kirkpatrick et la communauté de pratique. D'abord, la pédagogie inversée. De quoi s'agit-il? La pédagogie inversée est une approche pédagogique qui inverse l'ordre des activités d'apprentissage. Cela implique que les participants apprennent des concepts et théories en dehors de la classe, par exemple par le biais de vidéos, et s'engagent ensuite dans des activités d'apprentissage actifs, telles que la résolution de problèmes ou des discussions de cas, pendant les heures de cours. Dans le cadre des formations que j'offre, les participants sont donc invités à regarder des vidéos que j'ai préparées et qui présentent les modèles et concepts clés au cœur de ces deux programmes de formation. Le temps de cours sera donc consacré aux exercices, projets et discussions de cas. Ces vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Deuxièmement, le modèle de Kirkpatrick. De quoi s'agit-il? À la fin des années 50, Kirkpatrick a défini un modèle d'évaluation de la formation basé sur 4 niveaux. La réaction des participants à la formation, leur satisfaction exprimée à la fin du cours, l'apprentissage, les changements de comportement suite à cette formation et les résultats pour l'organisation. Trop souvent, la formation n'atteint pas les objectifs attendus parce que le degré de préparation à cette même formation est insuffisant. Qui plus est, l'évaluation qu'en est faite a posteriori ne va reposer que sur les volets satisfaction et apprentissage, souvent mesurés via les examens ou travaux individuels ou collectifs. Manquent donc les troisième et quatrième volets, à savoir les comportements à modifier et les impacts attendus sur l'organisation. Très peu d'entreprises poussent la planification jusqu'aux comportements et aux impacts attendus. Pour contourner ce problème, je souhaite donc m'entretenir au préalable avec chacun des participants, portant autant sur leur parcours, attentes, défis, que sur la coopérative pour laquelle ils travaillent. L'objectif de cet entretien préalable vise donc à m'assurer que chacun aura construit son cheminement pour optimiser les résultats de ses formations en fonction des attentes, mais également sur les changements désirés en matière de comportement et de performance au sein de la coopérative. Chacun sera ainsi invité à rédiger un document préliminaire qui pourra être complété tout au long du cours. Une telle préparation servira de pilier pour optimiser le transfert des apprentissages vers la pratique. Troisièmement, la communauté de pratique. De quoi s'agit-il? Une communauté de pratique est un groupe de personnes qui partagent une préoccupation, un ensemble de problèmes ou une passion pour un sujet et qui approfondissent leurs connaissances et leur expertise dans ce domaine en interagissant de manière continue. La clé des transferts de connaissances formelles et informelles réside dans la volonté et la capacité des individus à partager ce qu'ils savent et à utiliser ce qu'ils apprennent. Ce qui unit les participants, c'est une finalité commune et un besoin réel de savoir ce que les autres savent. Dans le cadre de ces formations, j'inviterai donc les participants à s'inscrire à une telle communauté de pratique que je vais présider. Chacun aura ainsi l'occasion de partager sur ce qu'il ou elle aura appris dans ses cours et mis en pratique, avec succès ou non. Le cumul des expériences ainsi partagées aura potentiellement un impact substantiel sur les performances des coopératives participantes, alors que chacun pourra apprendre des autres. Dans la continuité de cette communauté de pratique, j'inviterai les gestionnaires intéressés à se joindre à moi pour rédiger des études de cas de coopératives sur les meilleures pratiques mises en œuvre avec succès tout au long de ce processus. Cette phase de recherche et développement est d'autant plus importante qu'elle permettra de multiplier les exemples concrets
et continuer à approfondir les enjeux et défis d'une gestion coopérative optimale. Maintenant, le programme de formation sur la gestion coopérative. À prime abord, j'insiste sur le fait que mon approche traite de gestion coopérative plutôt que de gestion de la coopérative. Alors que nous pouvons aborder la gestion de la coopérative avec divers concepts de gestion, indépendamment de son caractère unique, une approche de gestion coopérative requiert que la spécificité et les traits caractéristiques des coopératives soient pris en compte et pleinement intégrés. C'est ce que les trois modèles au cœur de mon approche visent à faire, à savoir l'équilibre coopératif, la crise identitaire et le nouveau paradigme coopératif. Mon modèle d'équilibre coopératif repose, premièrement, sur les 4 règles centrales à la distinction coopérative, à savoir la démocratie économique, le lien d'usage, la réserve collective et le partage des surplus au prorata des activités du membre avec sa coopérative. Ces règles sont centrales à la dynamique coopérative et, lorsqu'activées, aspirent à la formulation et à l'implantation d'orientations, actions et méthodes distinctes de celles de l'entreprise privée. Elles doivent s'intégrer autant dans les pratiques associatives que l'entreprise. Deuxièmement, cet équilibre coopératif est construit sur la dualité association-entreprise. Cette dualité est centrale à la définition de ce qu'est une coopérative, que l'Alliance coopérative internationale définit comme étant une association autonome de personnes, volontairement réunies pour satisfaire leurs besoins économiques, sociaux et culturels communs, à travers une entreprise détenue collectivement et contrôlée démocratiquement. Pour l'activation des règles coopératives et de la dualité association-entreprise, 3 niveaux de cohésion, ce que j'ai nommé l'alignement horizontal, s'avère essentiel. D'abord entre les membres, ensuite entre l'association de ceux-ci et l'entreprise. Finalement, entre cette même entreprise et son marché, ce que nous appelons le fit stratégique. Rappelons que ces 3 niveaux de cohésion sont au cœur de la création de la coopérative, alors qu'un groupe de personnes partage un problème commun. Crée une entreprise qui se voudrait la solution à ce problème commun, qui se voudrait orientée et contrôlée par eux-mêmes sur la base de règles d'égalité et de démocratie. D'où l'importance d'une cohésion entre les membres, entre l'association et l'entreprise, et entre l'entreprise et son marché. Le maintien du 3e niveau de cohésion est essentiel pour assurer la position concurrentielle soutenable de la coopérative. Les 2 premiers le sont tout autant pour assurer que la coopérative vise à satisfaire aux aspirations des membres, alors qu'elle est détenue collectivement et contrôlée démocratiquement. Un point important à souligner ici, au cœur de ces 3 niveaux de cohésion, c'est la gouvernance coopérative qui est interpellée. J'y reviendrai plus tard. L'absence de cohésion entre les membres et entre ces derniers et leur entreprise fait apparaître le risque de crise identitaire, alors que les orientations, actions et méthodes au sein de la coopérative imitent de plus en plus l'entreprise privée. Pour une meilleure explication de cette crise identitaire, je vous invite à regarder la première vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'identifie les facteurs qui affaiblissent la dynamique associative, à savoir les motivations à joindre la coopérative, tels les abus de marché, la taille de l'association de membres et les problèmes d'abstraction et de passagers clandestins qui en résultent, l'absence d'éducation coopérative et la perte de sens de la propriété coopérative pour les membres. La dynamique de l'entreprise, quant à elle, est sérieusement impactée par les pressions isomorphiques, concurrentielles et institutionnelles. C'est-à-dire, lorsque 2 organisations distinctes se retrouvent dans un même environnement, elles auront tendance à se ressembler de plus en plus. Le cumul de ces facteurs, à terme, accentue le risque de crise identitaire, alors que les traits caractéristiques, c'est-à-dire la dualité association-entreprise, les 4 règles distinctes, les valeurs et la finalité coopérative, n'auront qu'un impact de plus en plus limité et que les membres pourront difficilement différencier celle-ci de l'entreprise privée. Troisièmement, l'équilibre coopératif aspire à intégrer les valeurs et la finalité coopérative, le modèle d'affaires coopératif, et les indicateurs de performance pour mesurer la plus-value pour les parties prenantes de la coopérative. C'est ce que j'ai appelé l'alignement vertical. Plusieurs concepts clés sont au cœur de cet alignement vertical.
nous y retrouvons la colonne vertébrale de cette gestion coopérative. Pour plus d'informations autant sur l'alignement horizontal que sur l'alignement vertical, je vous invite à regarder les vidéos 6 et 7 disponibles sur ma chaîne YouTube. Quatrièmement, il nous faut prendre en compte le fait que les coopératives de premier niveau fonctionnent en réseau, c'est-à-dire qu'elles sont, très souvent, membres d'une fédération coopérative, ce qui aurait des effets importants sur leurs orientations stratégiques et politiques générales, sur leurs ressources, capacités et compétences, ainsi que sur leur autonomie à l'échelle locale. Comprendre les enjeux et défis de la gestion coopérative et travailler à en optimiser la plus-value pour ses parties prenantes, c'est-à-dire les membres et leur communauté, les employés, etc., requiert d'intégrer ces traits distinctifs dans un cadre de gestion conduisant à des orientations, actions et méthodes distinctes de celles de l'entreprise privée. C'est ce que le modèle d'équilibre coopératif propose et facilite. Quoique nécessaire, l'équilibre tel que défini s'avère insuffisant pour optimiser le potentiel du mode d'organisation coopératif. Pour ce faire, j'ai développé un nouveau paradigme coopératif. C'est en contexte de transformation des marchés que l'idée de ce nouveau paradigme coopératif m'est venue. C'est donc d'une vision d'avenir dont il s'agit ici, alors qu'il nous faut questionner la pertinence du mode d'organisation coopératif en contexte des règles émergentes. C'est à la suite d'une lecture extensive de la littérature en gestion que j'ai retenu 4 stratégies émergentes: la congruence des valeurs, la propriété psychologique, la loyauté et la co-création de valeur. Pour chacune de ces stratégies, j'ai voulu répondre à 3 questions. Comment crée-t-elle de la valeur? Quels sont les liens entre les fondements de ces stratégies et les fondements du mode d'organisation coopératif? Quels sont les avantages concurrentiels que détiennent les coopératives en regard de ces stratégies? Je n'ai évidemment pas l'espace dans cette vidéo pour aborder les réponses à ces 3 questions pour chacune de ces stratégies. Celles-ci seront abordées abondamment dans le cadre de ce cours. Par ailleurs, pour plus de détails à ce stade-ci, je vous invite à regarder les vidéos 2 à 5 sur les stratégies de concurrence des valeurs, propriété psychologique, la loyauté et la co-création de valeur. Les réponses aux 3 questions mentionnées précédemment y sont présentées en détail. Aussi, les vidéos 6 et 7 sur l'équilibre coopératif et l'intégration de ce nouveau paradigme coopératif au cœur de l'alignement horizontal ainsi que de l'alignement vertical. Repenser la spécificité coopérative dans la perspective de ce nouveau paradigme permet ainsi de replacer son identité comme source de création de valeur et de renforcement de sa position concurrentielle. Le nouveau paradigme coopératif peut aussi être vu comme une solution à la crise identitaire mentionnée précédemment. En quelques mots, voici donc l'essence de ce cours sur la gestion coopérative. Ainsi donc, dans la mesure où chacun aura une connaissance de base des concepts clés via les vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube, le focus des 10 sessions sera surtout consacré aux analyses de cas et discussions de groupe. Pour l'essentiel, les cas discutés sont tirés de mon livre. D'autres cas s'ajouteront au besoin de manière à illustrer les différentes facettes des concepts et modèles pour une gestion coopérative. Maintenant, le programme de formation sur la gouvernance coopérative. Les modèles et concepts couverts dans les 7 premières vidéos, pensés principalement pour une gestion coopérative, sont également riches en enseignements sur les enjeux de gouvernance. Mais il nous faut plus, d'où l'importance d'une formation additionnelle s'adressant aux administrateurs de coopératives. C'est donc pour supporter cette formation que j'ai produit cette 8e vidéo sur la gouvernance coopérative. Brièvement, voici les principaux thèmes qui sont couverts dans ce programme. D'abord, quelques exemples de cas de coopératives où la gouvernance s'est avérée déficiente, ce qui aura conduit à leur faillite ou à leur démutualisation. Ces exemples permettent également d'anticiper et concevoir une structure de gouvernance qui aurait permis l'atteinte d'un résultat différent. Deuxièmement, aborder les enjeux propres à une gouvernance coopérative compte tenu des traits distincts et énumérés précédemment.
Alors que le focus de la gouvernance coopérative est trop souvent, presque toujours, axé sur l'entreprise, il importe de rappeler qu'elle est une association de personnes, propriétaires d'une entreprise. La gouvernance coopérative doit donc être pensée en fonction de cette dualité au cœur de la définition même de ce qu'est une coopérative. Ceci requiert d'aller au-delà de ce qui est exigé statutairement, à savoir la tenue d'une assemblée générale et l'élection de représentants au conseil d'administration de la coopérative, ce que très peu de coopératives vont faire. C'est dans ce cadre ici que l'équilibre coopératif que j'ai présenté précédemment s'avère très pertinent pour concevoir la gouvernance coopérative. Au cœur de cet équilibre, nous retrouvons l'alignement horizontal et l'alignement vertical que j'ai décrit précédemment. Cette double infrastructure se veut centrale dans une approche de gouvernance coopérative. Naturellement, un conseil d'administration sera davantage mobilisé par les enjeux d'affaires, donc l'alignement vertical. Particulièrement les indicateurs permettant l'évaluation de la performance de l'organisation. Mais lorsque les enjeux reliés aux 3 niveaux de cohésion sont négligés, la coopérative sera plus à risque de glisser vers ce que j'ai nommé la crise identitaire. Il lui sera également plus difficile de prendre avantage du nouveau paradigme coopératif, particulièrement des stratégies de propriété psychologique et de co-création de valeur. Au cœur de ces 2 stratégies, nous retrouvons la participation et l'engagement des clients, les membres pour la coopérative, dans le processus de création de valeur. L'implantation de ces stratégies est donc non seulement un défi de gestion, mais également un défi de gouvernance pour la coopérative. Comme je le démontre particulièrement dans la 6e vidéo, la dualité association-entreprise et les 4 règles distinctives peuvent et doivent être vues comme autant de leviers stratégiques facilitant l'implantation de ces 2 stratégies. Ainsi repensée, la gouvernance coopérative se démarque fondamentalement de la gouvernance de l'entreprise privée. Troisièmement, de manière plus ciblée, particulièrement en lien avec les enjeux d'affaires, il nous faut également aborder les différents modèles de gouvernance tels la théorie de l'agence et les droits de propriété, les théories de l'intendance, les théories des parties prenantes, etc. De ces approches de gouvernance résulte une compréhension des rôles et responsabilités, mais aussi de l'expertise et expérience requises pour assumer efficacement la position d'administrateur. De ceci découle une démarche facilitant la configuration d'une structure de gouvernance optimale, adaptée à chaque coopérative. Cette configuration pourra varier selon l'approche de gouvernance privilégiée. Les paramètres à intégrer pour une configuration optimale sont une approche multiparadigme, permettant de combiner plusieurs aspects clés tirés des modèles de gouvernance. Les rôles des administrateurs, qui seront compris distinctement dépendamment de l'approche de gouvernance privilégiée. La légitimité du conseil d'administration, qui repose sur la participation et la représentativité, mais aussi sur l'expertise et l'expérience. Les repères d'excellence en matière de gouvernance, c'est-à-dire une articulation claire de la mission et vision, une culture axée sur la réussite, l'accent mis sur l'amélioration, la taille raisonnable du conseil, les sources de tension à arbitrer, la gestion des risques, etc. Quatrièmement, nous devons camper cette structure de gouvernance dans un cadre facilitant la surveillance et le contrôle, mais aussi le support et l'accompagnement de la direction générale. Pour ce faire, le Balance Scorecard s'avère un outil puissant. Le Balance Scorecard fournit aux dirigeants une perspective complète, permettant de traduire une vision et une stratégie en un ensemble cohérent d'indicateurs de performance. Les perspectives de base sur lesquelles repose le Balance Scorecard sont financières, la relation client, les apprentissages et la croissance, les processus internes. En contexte coopératif, sont requises également les perspectives sur la participation et l'engagement des membres, sur les aspects sociaux et communautaires, sur l'environnement. Les indicateurs clés permettant de mesurer la performance de la coopérative en regard de chacune de ces perspectives doivent être identifiés, documentés et mesurés. L'ensemble doit s'harmoniser avec la mission, vision et stratégie de la coopérative. Les bénéfices du Balance Scorecard sont la création d'une interdépendance et interrelation entre les perspectives sur lesquelles elles reposent,
un consensus organisationnel et une plus grande clarté autour des priorités de l'entreprise. Également, fournir un moyen de rendre le personnel et la direction responsables de leurs résultats d'une manière claire et cohérente. Ainsi donc conçue, la gouvernance coopérative réunit les leviers clés pour une configuration optimale. Un dernier commentaire. Les programmes de formation proposés ici couvrent autant les enjeux et défis de la gestion et de la gouvernance coopérative. L'approche pédagogique privilégiée vise à optimiser les probabilités d'un impact substantiel sur la coopérative et ses différentes parties prenantes. Pour ceux d'entre vous intéressés par l'un ou l'autre de ces programmes, je vous invite à me contacter à l'adresse courriel suivante. Merci de votre écoute.